Entrée décevante de l'équipe de France dans le tournoi des 5 nations, match nul 9-9 face aux Anglais. Football, soirée de championnat de France, le point sur les matchs et les premières images à la fin de ce journal. Un journaliste ouest-allemand demande l'asile politique à la France parce que son pays l'accuse d'avoir trahi des secrets d'État. Tout ce que vous voulez savoir sur la mode masculine de l'hiver prochain, présenté aujourd'hui dans un salon européen à Paris. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Match nul, 9 partout. Pour son entrée dans le tournoi des 5 nations, on ne peut pas dire que l'équipe de France, qui pourtant était la grande favorite, ait réalisé un exploit cet après-midi face aux Anglais à Twickenham. Regardons ou revoyons les principales phases de cette rencontre avec Daniel Leclerc. Jadis, faire match nul à Twickenham et à fortiori vaincre était un exploit pour l'équipe de France. Mais les temps ont bien changé et depuis plusieurs saisons déjà, la France a su dicter sa loi à l'Angleterre dans ce temple du rugby. Et l'on se disait que cette équipe de France version 85, ambitieuse et dominatrice comme devant la Roumanie, avait les moyens de remporter cette nouvelle bataille d'Angleterre. Élémentaire, trop élémentaire, Dr Watson. Le rêve d'un grand chelem s'est envolé pour la France dans un match moyen. Et selon la tradition, ce sont les Anglais qui ont tiré les premiers avec un drop de Rob Andrew. Pour mieux comprendre l'infortune du 15 de France, voici l'instant où la bande à Fauroux a laissé échapper la victoire. Une belle attaque des trois quarts et à l'arrivée Patrick Estève. L'essai paraît assuré et pourtant. Dans son désir de vouloir aller plus loin, Estève, pris par Harding, relâche le ballon. Une occasion que la France ne retrouvera plus, même si Jean-Patrick Lescarbura redonne l'espoir avec un drop juste avant la pause. Dans ce match où l'on attendait beaucoup des trois quarts français, le Pac, englué dans la mêlée anglaise, n'a pas pu jouer son rôle de pourvoyeur. En fait, tout s'est joué sur des coups de pied. Sorte de combat singulier entre l'anglais Andrew et le français Lescarbura, les deux seuls réalisateurs de la partie. Et lorsque le Dacquois réussit son troisième drop, redonnant l'avantage aux Bleus 9-6, on se dit que la France a sorti sa botte secrète. Hélas, à la dernière minute du match, Rob Andrew a trouvé la parade. Un avertissement à moindre frais pour l'équipe de France, qui devra mieux jouer si elle veut éviter la douche écossaise. Et puis une autre surprise en ce début de tournoi, l'Écosse, qui l'a remporté l'an dernier, s'est fait battre cet après-midi chez elle à Murrayfield par l'Irlande de 18-15. Pardon. En France, les Corses hostiles au séparatisme et au terrorisme se sont réunis aujourd'hui pour manifester à Corté. C'est la CFR, l'association pour la Corse française et républicaine, qui avait appelé à ce mouvement. Un demi-succès puisque le cortège a rassemblé environ 1500 personnes. Tout s'est passé dans le calme. Du reste, il s'agissait pour les manifestants de démontrer précisément leur refus de la violence. Il y a 48 heures, l'un des responsables de la CFR, Jean Dupuis, a été assassiné sur le port d'Ajaccio et l'université de Corté a été le théâtre d'incidents violents ces derniers jours. Le cortège, du reste, a soigneusement évité le campus universitaire. Régis Schleicher, l'un des responsables d'Action Directe emprisonné à la prison de la Santé à Paris, vient d'arrêter la grève de la faim qu'il observait par solidarité avec les prisonniers allemands des fractions armées rouges. Eux aussi ont arrêté leur grève hier soir. Tout cela au lendemain de l'assassinat à Munich du patron de l'industrie aérospatiale allemande et une semaine après le meurtre en France de René Audran. Voilà qui confirme, s'il en était besoin, la réalité d'un axe terroriste franco-allemand. Un Allemand de l'Ouest qui demande l'asile politique à la France, ce cas ne s'était jamais présenté jusqu'ici. Frank Heigl, un ancien commissaire de police devenu journaliste, s'est installé sur la Côte d'Azur depuis 2 ans pour échapper à des poursuites dans son pays. On l'accuse d'avoir divulgué des secrets d'État. Fernand Tavares nous raconte cette histoire. Cet homme est poursuivi par son pays pour atteinte à la sécurité de l'État. Depuis près de 3 ans, il s'est réfugié dans le midi de la France et s'efforce d'obtenir l'asile politique. Frank Heigl, 41 ans, est un ancien commissaire de police ouest-allemand reconverti dans la presse. Ses activités premières lui ont permis d'avoir accès à d'importants dossiers.
Devenu journaliste, il a publié en son temps des articles explosifs révélant tour à tour le scandale des pots de vin, c'est l'affaire Lockheed, la manipulation de terroristes par les services secrets allemands, c'est l'affaire Langemann, et le dossier Strauss, chef de la CSU bavaroise, soupçonné d'entretenir des relations avec des groupes d'extrême droite internationaux. Frank Heigl, qui demande la protection de la France, a trouvé un soutien au barreau de Marseille, maître Paul Lombard. Il est absolument anormal qu'un journaliste trouve des entraves à son droit d'informer. Je crois qu'il est absolument temps de considérer qu'il faut une déontologie, il faut que le droit de l'information, qui est devenu un véritable droit, trouve un support juridique. Je crois que c'est une question de liberté. Accusé par son pays d'avoir révélé des secrets d'État, Frank Heigl répond « Je n'ai fait que dénoncer des activités illégales ». Alors, l'intérêt de l'État n'étant pas forcément celui de l'opinion et inversement, en soi, cette affaire pourrait se révéler exemplaire. Le pape Jean-Paul II vient d'arriver au Pérou, troisième étape de son voyage en Amérique du Sud, l'étape la plus difficile sans doute, car c'est dans ce pays qu'a pris naissance la fameuse doctrine de la théologie de la libération. C'est aussi un des pays les plus pauvres de la région et déchiré par la guérilla entretenue par le mouvement maoïste du Sentier lumineux. Joël Hazard. Lima, étape symbolique pour Jean-Paul II. Dans un Pérou à 98% catholique, le pape va toucher du doigt la réalité de l'Amérique latine. Faim, misère, chômage, violence. 20 millions de Péruviens attendent beaucoup de cette visite pontificale et c'est avec ferveur que la foule de Lima a accueilli Jean-Paul II. Le pape a gagné directement le centre-ville où l'attendaient 60 000 religieux péruviens. Premier discours du pape dans la patrie de la théologie de la libération. Discours sans surprise, Jean-Paul II a demandé aux prêtres de ne pas faire de politique. Il a axé son sermon sur l'unité de l'Église face au danger d'éclatement, répondant ainsi aux partisans de l'Église populaire qui serait composée uniquement de déshérités et qui combattrait les classes aisées. Face à la théologie de la libération, Jean-Paul II a insisté sur la doctrine sociale de l'Église. Il a exhorté les Péruviens à développer une nouvelle solidarité et de nouvelles forces de justice. Les prochains discours pontificaux au Pérou sont très attendus. Demain, Jean-Paul II sera au cœur du foyer d'insurrection Ayacucho, là où la guérilla maoïste est très active. Serez-vous l'année prochaine Irlandais tranquille, Cary Grant, New 50s ou aventurier du futur? Ce sont les 4 styles que les couturiers nous proposent, à nous les hommes, pour l'hiver prochain. Les professionnels du prêt-à-porter viennent de les présenter au Salon européen de la mode masculine qui vient de s'ouvrir à Paris. Et Hélène Rizacher y est allée faire son marché à la recherche de l'homme idéal pour l'année prochaine. Voilà l'homme 1985-86. Au saut du lit, il y a toujours un problème, soit on est en jean, soit on est en casson, il fallait trouver un produit intermédiaire, et c'est là-dessus qu'on s'est bagarré. Alors on a créé des pyjamas de ville, des paréos de poche, des robes de chambre fantaisie, des trucs un peu ça là. Alors faut trouver le bouton, c'est ça le problème. Et puis on met son paquet de cigarettes. Alors normalement j'ai pas de pantalon. Et puis c'est la seule serviette d'après-bain qui ne tombe pas. Et à propos de serviette, que pensez-vous de cette cravate ? En fait, la mode 85, c'est un coup fulgurant pour attraper les filles. La crise, mais quelle crise? Bien sûr, ces messieurs achètent de moins en moins de vêtements, exception faite des pantalons, sexe oblige, mais quand ils achètent, ils prennent tous le look clean débranché. Where do you come from? From London. From London. And our company has a shop in London, and we make raincoats, overcoats, jackets, everything. Vous disiez branché? Derrière ces écrans se cache l'un des plus grands couturiers français, une griffe qui suscite les convoitises et attire les champions du pétrodollar, les hommes de l'Arabie Saoudite. Ils viennent ici dépenser chaque année entre 600 et 800 000 francs, tout en se plaignant des prix. Ils augmentent, les compagnies ici, ils augmentent les prix, tandis que le franc... Alors, gentil jeune homme, allez vous rhabiller. Mais quand même, pour le plaisir des dames, en voilà un autre, c'est le suivant.
Fini les costards serrés, les cravates. Et puis comme on les aime vraiment beaucoup, ces hommes de l'année, allez, encore une fois. C'est bon, hein. Vous avez échappé de peu à ce genre de spectacle avec moi, ce qu'on appelle au théâtre un changement à vue. Tout cela pour vous prouver que cette mode de l'hiver prochain est finalement assez portable, enfin au moins, après tout, c'est à vous d'en juger. C'est un modèle qui représente justement le style New 50s, c'est-à-dire les années 50, et il a été créé par l'équipe de stylistes de Vestiaire. Voilà, je ne sais pas si c'est la tenue idéale pour se rendre à un mariage, en tout cas, celui que vous allez voir est assez inhabituel. Pour la première fois en France, un homme d'église a béni aujourd'hui l'union de deux hommes. Cela s'est passé cet après-midi à Lyon et la cérémonie a été présidée par un pasteur baptiste et FR3 Rhône-Alpes était là. Seigneur notre Dieu, tu as entendu l'échange de ces promesses, tu connais le cœur, les sentiments de ses amis. Et c'est ainsi aussi, dans ce contexte et dans ce arrière-plan théologique, qu'il n'y a aucune raison pour refuser la bénédiction d'un couple qui s'unit en présence de Dieu, de leur amour, de leur affection, de leur amitié. Des cérémonies comme celle-ci, il y en a eu en France plus de 70 en 10 ans. On les appelle bénédiction d'amour et d'amitié, puisqu'à l'évidence, les partenaires ne sont pas passés devant Monsieur le maire. Celle de Lyon, aujourd'hui, est la première célébrée en public, et c'est la première fois aussi que l'un des partenaires est lui-même pasteur évangélique. En tant que chrétiens, nous avions besoin de présenter notre amitié devant Dieu et de recevoir surtout sa bénédiction et ses bienfaits. Moi je pense que c'est un droit, c'est ni une provocation, on veut montrer au monde qu'on existe et qu'on s'aime. Qu'on s'aime en fait, et que moi je pense que tous les homosexuels en fait devraient réagir en fait de notre façon aussi, de se montrer à la place de vivre secrètement. C'est peut-être aussi par solidarité avec les chrétiens qui doivent se camoufler dans les églises, sous peine d'exclusion. Les églises réformées ne portent aucun jugement de valeur sur l'homosexualité et parlent, comme l'église catholique, d'accueil et d'aide. Mais une telle bénédiction leur semble aller à l'encontre de l'écriture, malgré les nombreuses références bibliques qui émaillent les propos du pasteur Doucet, un pasteur lui-même en délicatesse avec son église. Le premier opéra à Qatar vient de voir le jour. L'histoire tragique de ceux qu'on appelait les parfaits au XIIIe siècle et qui furent exterminés jusqu'au dernier par les soldats du pape et du roi de France, cette histoire n'avait jamais inspiré jusqu'ici un compositeur. C'est Marcel Landowski qui a écrit la musique de Montségur, dont la première était donnée hier soir à Toulouse. Le reportage de FR3 Midi-Pyrénées. Depuis l'épopée cathare, au fil des siècles, le petit village de Montségur en Ariège se dépeuple. Il n'y a plus désormais que 70 habitants qui voient défiler en touristes ou en pèlerins même 50 000 personnes chaque année. La création de l'opéra de Marcel Landowski, pour eux, et sans l'avoir vu, a au moins une qualité, c'est qu'il fait parler du château, donc du village. Je pense que ça peut apporter à Montségur un élan de regain, peut-être une meilleure connaissance du site, une meilleure connaissance des lieux et en même temps la remise en valeur de l'histoire, de tout le mythe que constitue Montségur. Le jeune et brillant metteur en scène Nicolas Joël a su pour ce spectacle grandiose allier la sobriété à la panoplie des effets scéniques et cela dans des décors remarquables d'Hubert Montloup. On a pensé à ne pas oublier qu'autour des cathares et des catholiques en guerre, il y avait aussi la vie de tous les jours avec les bûcherons du pays d'Olme. Selon vous, cet opéra de Montségur devrait parler de quel événement principalement? C'est certainement du bûcher, de la fin de Montségur, j'imagine. La chute de Montségur. D'après le roman de Lévis Mirepoix, c'était ça. Il avait brodé une histoire d'amour sur la prise de Montségur.
hérétique. Montségur, donc, de Marcel Landowski. Nous revenons au sport, car il n'y avait pas que du rugby aujourd'hui, mais il nous fallait attendre que les matchs de la soirée de championnat de football soient à peu près terminés pour que Daniel Leclerc puisse nous en rendre compte. Alors c'est chose faite ou presque, Daniel. Oui. Est-ce que Bordeaux, ce soir, a confirmé sa nouvelle position de leader? Oui, ce que l'on peut dire, c'est que tout va bien pour le champion de France Bordeaux, qui poursuit sa course seul en tête du championnat. Ce soir, Bordeaux recevait Brest, un adversaire redoutable, quand on sait que les Bretons sont invaincus à l'extérieur depuis le 25 septembre. Alors je vous propose de voir ce qui s'est passé ce soir sur la pelouse du stade Vélodrome, avec à la 25e minute de jeu une superbe déviation du capitaine Alain Giresse, un centre de Thierry Tussaud pour la tête de Bernard Lacombe, une tête piquée qui trompe Chalery, le gardien brestois, 1-0 pour Bordeaux après 25 minutes de jeu, et la fête n'est pas terminée pour les Girondins de Bordeaux. Sur ce corner d'Alain Giresse, on trouve la tête de Jean Tigana, une tête superbe, et c'est le deuxième but des Bleus, des Girondins de Bordeaux, et ce n'est pas fini. En cette première période, sur cette nouvelle attaque et sur un centre de Rohr, c'est l'Allemand de l'Ouest Dieter Müller qui inscrit le troisième but juste avant la pause. 3-0, on va d'ailleurs le revoir au ralenti, on va voir sur ce centre de Rohr une erreur du gardien Chalery qui se gêne d'ailleurs un petit peu avec un défenseur, ce dont profite Dieter Müller, un tir en pivot, 3-0, ce sera le score à la mi-temps mais aussi le score final, et donc Bordeaux est solide en tête du championnat. Je vous propose maintenant de voir l'ensemble des autres résultats et vous constatez que Bastia, qui n'avait pas été battu sur sa pelouse depuis le début du championnat, est en train de subir sa première défaite, mais il reste encore 3 à 4 minutes à jouer. Le but nantais a été marqué par Ali Lodzik, le buteur yougoslave, c'est son 19e de la saison. 3-0 au Cerf devant Lille, il faut souligner les premières, alors faisons-le ce soir, avec le premier but de Basile Boli, qui marque son premier but en première division. Toulon, décidément très efficace à l'extérieur, qui mène face à Tours 1-0. Pas de but entre Lens et Laval. Nous allons voir les deux derniers résultats de la soirée pour dire que Rouen se donne un petit peu d'air en dominant Laval 2-0, et ça va pas très bien pour le Racing Club de Paris qui n'arrive pas à dominer Strasbourg 2-2. Pour terminer cette journée de championnat, il restera 3 matchs demain entre Marseille, Paris Saint-Germain, Sochaux, Monaco, Metz-Nancy. Juste le temps de vous dire qu'au classement, eh bien, Bordeaux est un solide leader devant Nantes 35 points, 3e Auxerre 30 et 4e Toulon 29 points, puis que le Racing glisse de plus en plus vers la 2e division. Pas de ski cet après-midi en Italie, au championnat du monde de Bormio. La descente dames a été interrompue à cause du vent et l'épreuve a même été annulée et reportée à des jours meilleurs. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Vincennes. La combinaison gagnante était le 6, le 17 et le 8. Monsieur Courtine, vous l'avez donné dans le désordre. Elle rapporte pour 5 francs dans l'ordre 2752 francs 50 et dans un ordre différent 429 francs 50 pour 5 francs. Et puis demain, le tiercé se disputera également à Vincennes dans le prix de Nevers, et M. Courtine a prévu parmi les 20 partants qu'il y aurait à l'arrivée le 17 qui est son joker, le 15, le 14, le 8, le 9, le 16 et le numéro 11. Enfin, il y avait également un tirage du loto ce soir, tirage du samedi. Là, il fallait jouer 25, 30, 37, 38, 40, 48 et numéro complémentaire, le 4. Le temps pour demain, de la pluie sur les frontières du nord et du nord-est. Ailleurs, des nuages le matin, suivis de quelques éclaircies et davantage de soleil près de la Méditerranée. Les températures seront toujours très douces, de 10 à 16 degrés du nord au sud du pays. Demain soir, nous avons rendez-vous à 21h55. Pour le moment, nous allons retrouver la famille Carrington, mais avant Dynastie, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Bonsoir et à demain. Match nul 9-9 face à l'Angleterre pour la France, début décevant pour le 15 français dans le tournoi des 5 nations. Football, Bordeaux confirme son avance dans la 24e journée du championnat de France. Un journaliste ouest-allemand vient de demander l'asile politique à la France pour échapper à des poursuites judiciaires dans son pays. Le pape Jean-Paul II est au Pérou, le berceau de la théologie de la libération qu'il stigmatise.